Il y a des hommes de mon âge qui sortent avec des petites jeunes. Franchement, comme je viens de te dire tout à l'heure, toutes les femmes que j'ai rencontrées, quelque part, elles cherchent un sponsor. Les femmes européennes qui disaient oui, mais bon, ce sont des prostituées, elles vendent leur corps contre une prestation, etc., etc. Les salons de massage, on n'en parle même pas, etc. Il y a toute une catégorie de la population thaïlandaise qui vivait de ce tourisme. En dessous de 40 ans, je ne voulais pas. Je voulais quand même une certaine expérience de vie. Est-ce qu'il y a de l'amour dans l'air? Si je dis non, je vais me faire assassiner, elle va me trancher la gorge. J'ai beaucoup de copains qui jouent le rôle de sponsor. Principalement, c'est toujours des histoires de jalousie, alors que j'ai qu'elle dans la vie, quoi. J'ai entendu une phrase récemment, l'amour n'existe pas en Thaïlande. Et là, ça m'a fait un petit peu tilt parce que c'est une thématique que j'aimerais vraiment aborder. Avant de démarrer cette vidéo, j'ai une annonce à vous faire. Je vais faire des lives sur ma chaîne Twitch. Je vous mets le lien en description. Donc, je compte prochainement aller dans les rues, interagir avec des locaux, des Thaïlandais. Voilà, partager avec vous des moments en direct. Je vous mets le lien, ma chaîne Twitch en description. Je compte sur vous pour être nombreux, ça va être vraiment sympa. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis avec Robert. Salut Robert. Salut Sabri. Enchanté de te rencontrer aujourd'hui. Ça fait longtemps que tu es en Thaïlande? Écoute, je suis arrivé en décembre 2000, ça fait 3 ans et demi, un peu plus de 3 ans et demi maintenant. 3 ans et demi? Ouais. Pourquoi la Thaïlande? Écoute, le climat, j'en ai un peu marre de la Suisse. Je tournais en rond. Et puis, j'étais venu en Thaïlande déjà à 25 ans la première fois. Puis, je suis revenu tous les 2 ans, donc je suis revenu une dizaine de fois. Et puis, en décembre 2018, j'ai fait le pas. Je me suis dit, ok, je quitte la Suisse, je suis en Thaïlande. La raison principale, c'est le climat. Ouais, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, j'entends c'est lourd en Suisse. Ouais, bon, j'aime pas. Donc j'aime bien la chaleur, donc je suis venu en Thaïlande, j'avais un excellent feeling avec ce pays. On s'y sent en sécurité, malgré que ce soit un régime militaire, il ne faut pas trop l'oublier quand même. Bon, les gens sont adorables, la nourriture est bonne, même s'il y a des aspects négatifs. De manière générale, je me sens hyper à l'aise ici. En plus de ça, on ne paye pas d'impôts, donc je pense que ça va attirer beaucoup de gens en plus de ma présence. Que pensais-tu de la Thaïlande avant de venir la première fois? Écoute, moi, la première fois que j'ai posé les pieds en Thaïlande, je me suis senti bien. Donc c'est pour ça que j'y suis revenu régulièrement et c'est pour ça que finalement j'ai pris domicile ici. Ouais, les gens, bah regarde là, je les coupe qui se promènent, ils sont sympas. Donc la Thaïlande, j'avais que du positif. Maintenant, ça fait 3 ans et demi que j'y vis, je suis un peu plus critique. Surtout par rapport au côté écologique, j'entends ils font pas assez attention, j'entends il y a beaucoup de plastique qui traîne, pas forcément dans les endroits touristiques. Ils pourraient faire un effort à ce niveau-là. Tu es célibataire ou tu es en couple? Ça c'est une question qui est difficile. Non, je suis en couple depuis... T'es marrant toi, comme tu poses ces questions. Si j'avais su, je me serais préparé à l'avance. Ouais, non, je suis en couple depuis 8-9 mois. 8-9 mois? Ouais. Comment ça se passe? Il y a des hauts et des bas. Est-ce que tu peux me parler de ton style de vie? Ouais, ok. Alors, bon, je suis arrivé en Thaïlande depuis décembre 2018. Donc, 2019, j'ai beaucoup voyagé. J'ai été un mois en Australie, un mois à Bali. J'étais à Hong Kong, j'étais à Singapour, j'étais au Vietnam. Donc, j'ai pas de domicile fixe. C'est toujours pas de domicile fixe en Thaïlande, si ce n'est du point de vue administratif. Donc, je vis dans les hôtels, je vis dans les Airbnb, je vis dans les bed and breakfast, etc. Donc, j'ai quitté la Suisse, j'ai pris une seule valise de 30 kilos, c'est tout ce que j'avais avec moi et je l'ai toujours. Maintenant je voyage, j'ai acheté une voiture au mois de décembre l'année passée avant que je louais scooter, tout ce que tu veux. Et voilà, j'ai tout dans ma voiture, j'ai mon sac de golf, enfin je fais du golf, 1 à 2 fois par semaine en tout cas. Ensuite j'ai ma valise 30 kilos, j'ai tout avec moi dans ma voiture. Donc voilà, je me déplace avec ma voiture, à gauche, à droite, dans le nord, j'adore Chiang Mai. Il y a beaucoup de choses à faire à Chiang Mai. Donc j'ai beaucoup voyagé à Chiang Mai, j'ai fait Kanchanaburi, enfin bref, j'ai beaucoup voyagé en Thaïlande. Donc si tu veux, ma maison, c'est ma voiture. Mon domicile, c'est les hôtels et les Airbnb, enfin les locations, Tu ne possèdes plus rien? Pardon? Tu ne possèdes plus rien aujourd'hui? Non, j'ai plus rien, à part la voiture. Tu as vendu tes appartements? Tout. J'ai tout vendu. C'est un processus intellectuel. Il faut se mettre dans la tête, ça ne se fait pas du jour au lendemain. J'ai décidé de vendre, ensuite j'ai mis 6 mois, je dirais, à préparer mon départ. De quoi est-ce que je veux me débarrasser? Est-ce que ça je prends avec moi, etc. et tout. Donc voilà, donc je suis parti avec une valise 30 kilos, mais ça s'est fait en 6 mois. C'est pas... Est-ce que tu as vendu parce que tu avais besoin d'argent? Non.
Pas du tout. Non, non, c'est une démarche intellectuelle, je voulais plus avoir de chaîne aux pieds. Donc je n'ai plus aujourd'hui. Et c'est un sentiment, je dirais, pour ceux qui veulent faire la démarche, je dirais, le jour où vous partez qu'avec une seule valise, si vous avez des économies, tant mieux, mais c'est un sentiment de liberté incroyable. Franchement, c'est fantastique. Et le fait d'être ici et ne pas avoir de lien d'attache avec la terre ou avec un appartement ou avec ceci ou avec cela, ça reste quelque chose de fantastiquement, intellectuellement, je me sens très libre. Maintenant, c'est clair qu'avec mon âge, parce que je suis plus tout jeune, hein, quand même, 60, bientôt 69 au mois de février, c'est vrai qu'il y a un peu l'appel, la sédentarisation, mais ça me fait tellement peur de me sédentariser, d'être rattaché à un endroit que j'ai pas en fait encore totalement la démarche, même si parfois je regarde l'immobilier en termes d'achat ou de location, etc. Mais je suis pas encore prêt à ça. Voilà, on verra pour la suite, mais disons aujourd'hui, voilà, j'hésite beaucoup. Ça te fait peur de te retrouver voilà, cloîtré au même endroit? Ouais, exactement. Vraiment? Même si j'ai la liberté de pouvoir voyager, le fait d'avoir cette attache me freine un peu pour l'instant. Mais ça peut évoluer, je suis ouvert à toutes les propositions, à toutes les solutions possibles ici. Aujourd'hui, tu te sens libre? Oui. D'accord. Je peux te poser la question de ce que tu faisais durant ta carrière? Bon, j'étais principalement, je travaillais dans des entreprises au poste de directeur financier. Je suis arrivé, les 10 dernières années de ma vie professionnelle, j'étais consultant puisque j'ai perdu mon emploi lors de la vente de l'entreprise. Et puis voilà, 65 ans, j'ai arrêté. Métier à forte pression. Ouais, ça, oui. Mais ça vient aussi, c'est aussi un peu monotone et répétitif. Et puis je suis arrivé, j'ai pris ma retraite, comme j'y avais droit, et puis ensuite je suis venu m'établir en Thaïlande. Tu parles de liberté, de ne pas dépendre de quelqu'un qu'endroit. Ouais. Est-ce que c'est valable pour les personnes? Est-ce que tu pourrais être dépendant d'une femme? T'as besoin de me poser de ce genre de questions. Attends, on va te la reposer différemment. Non, mais bon, j'ai bien compris le sens, t'inquiète pas. Non, j'ai toujours, j'étais marié une vingtaine d'années, j'ai eu des copines après mon mariage. Toutes les femmes avec qui j'ai partagé un moment de ma vie travaillaient, étaient indépendantes, donc moi-même je le suis. Donc c'est vrai qu'arrive en Thaïlande, pas tout à fait la même démarche, je dois dire. Bon, elles sont très dépendantes de toi, donc en tout cas celles que j'ai rencontrées, contrairement à l'européenne qui est beaucoup plus indépendante dans sa manière de vivre, qui veut percer, qui veut réussir. J'entends déjà aussi les commentaires maintenant, je généralise pas, mais si tu veux, de manière générale, l'européenne est beaucoup plus indépendante que la thaïlandaise. Toutes les femmes que j'ai rencontrées ici en Thaïlande attendaient quand même le sponsor, quoi. Voilà, tout dépend encore aussi le profil de la femme, et, voilà, enfant, pas enfant, grand-mère à maintenir, ou les grands-parents toujours dépendants, évidemment, parce que la colonne vertébrale familiale en Thaïlande est beaucoup plus forte que celle qu'en Europe. Ici, les enfants s'occupent de leurs parents, puisqu'il n'y a pas de sécurité sociale, donc voilà, pour les parents, c'est le seul moyen de subvenir à leurs besoins. Est-ce que l'amour existe en Thaïlande? Ça, c'est une question, ouais. Écoute, quelques vidéos que j'ai vues, allez, des enfants, enfin des hommes de mon âge qui sortent avec des petites jeunes. Franchement, comme je viens de te dire tout à l'heure, toutes les femmes que j'ai rencontrées, quelque part, elles cherchent un sponsor. L'amour, il passe par le sponsoring. Hein. Voilà, il ne faut pas se leurrer. Mais... L'amour passe par un sponsoring quand il y a une grande différence d'âge, non? Non, pas ou forcément. Pour tout le monde? Non, ça passe. Peu importe. Ça passe, ouais. Enfin, même entre deux jeunes de 30 ans? Tu sais très bien, non, mais tu sais très bien qu'en Thaïlande, j'entends entre un homme de mon âge et puis une femme, 20 ans d'écart, c'est standard, quoi. Ça, c'est clair. Maintenant, si on fait un parallèle avec l'Europe, quand je rentrais en Suisse au début de mon séjour en Thaïlande, qu'on parlait des bars, etc., j'ai arrêté d'en parler parce qu'il y avait plein de préjugés. Bon, surtout les femmes européennes qui disaient oui, mais bon, ce sont des prostituées, elles vendent leur corps contre une prestation, etc., etc. Et j'en ai une fois discuté avec un ami qui venait d'accepter une invitation pour un week-end à Barcelone avec un type qu'elle va rencontrer sur Tinder. Je lui dis écoute, entre le fait que tu as été à Barcelone, que tu as passé le week-end avec lui, qu'il t'ait payé le billet d'avion, qu'il t'ait payé l'hôtel, etc. La finalité, elle est la même, le chemin que tu empruntes, il est un peu différent. Donc, bon, elle n'a pas tellement apprécié. Elle n'a pas du tout apprécié ça. Non, pas du tout apprécié. Mais bon, allez, c'est pas grave. De part et d'autre, il y a plein de préjugés. Donc, voilà, Sabri, moi, je veux pas juger. C'est un peu triste, quoi. D'accord.
quels sont les clichés de la Thaïlande qui, toi, personnellement, te gênent un petit peu? Bon, les clichés, c'est toujours la prostitution qui sont en premier. Et voilà, j'en parle plus. C'est vite vu, j'en parle plus. Parce que c'est des clichés qui sont... ouais, bon, la finalité des clichés, j'attends. J'ai même plus envie d'en parler. Parce que c'est des sujets sans fin par rapport à ceux qui vivent à l'extérieur de la Thaïlande et qui ne sont pas ici. Alors évidemment, ça existe. Évidemment, il y a des filles qui vendent leur corps parce qu'il faut qu'ils aident leurs parents, parce qu'il y a une nécessité économique. Surtout pendant la période du Covid. Il ne faut pas l'oublier, ils ont payé, le peuple a payé cher, tous ceux qui vivaient de la street food, ils l'ont payé cher, ceux qui vivaient du tourisme, ils l'ont payé très cher, les salons de massage, on n'en parle même pas, etc. Il y a toute une catégorie de la population thaïlandaise qui vivait de ce tourisme, qui se sont retrouvés du jour au lendemain sans rien, et qui, la plupart d'entre eux, sont retournés dans leur famille, qui avaient un lopin de terre avec quelques poules et des légumes, etc. Et tout. Et, franchement, le peuple thaïlandais, ils ont une résilience incroyable, ils se sont quasiment pas révoltés, ils ont accepté cette situation de Covid comme très peu de peuples l'ont accepté. Donc moi je leur dis chapeau pour ça. Est-ce que sur le plan culturel, est-ce que toi tu as eu des soucis d'adaptation? Est-ce qu'il y a des points où tu t'es dit oh mince, j'avais pas compris? Ouais, ben t'as pas la même... eu un choc culturel? Non, parce que j'étais déjà préparé avant de venir, puis j'étais venu une douzaine de fois, donc je savais à quoi je m'attendais, que j'aurais pas de théâtre. Par contre, j'ai des magnifiques musées, j'ai la culture thaïlandaise et asiatique, il y a des sites incroyables en Thaïlande, à Ayutthaya, Sukhothai, des sites historiques, il y a des temples khmers près de la frontière cambodgienne. J'adore voyager, donc c'est fantastique, quoi. Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut quand même avoir une relation sincère avec une femme, une vraie relation d'amour? Oui. Non, j'ai une copine depuis 8-9 mois. Je suis parti seul à Bali, je suis parti seul dans l'est du pays pendant 5 semaines en remontant le fleuve du Mekong jusqu'à Chiang Rai et plus. Donc je voyage seul, ça ne me dérange pas parce que je le faisais aussi avant. Et puis en même temps, j'ai toujours du plaisir à la retrouver. Pour autant que je puisse encore avoir cette liberté de voyager. Le jour où elle me dit non, mais t'arrêtes de voyager, tu restes avec moi, tu restes chez moi, etc. et tout, je pense que ça va pas bien finir. À ce moment-là? Ouais. C'est plus un solitaire en fait. J'aime bien bouger moi. Si je reste trop longtemps à un endroit puis que je commence à, je m'excuse l'expression, à m'emmerder, il faut que je bouge. Donc voilà, donc je voyage. Et tu as dit qu'elle était jalouse, c'est ça? Sans jalouse? Ouais, non, mais c'est terrible ça. À ce moment-là? Non, les Thaïlandaises, entre le caractère et la jalousie, je dois dire, il faut se les farcir. À ce moment-là? C'est-à-dire un exemple de jalousie? Qu'est-ce qui s'est passé l'autre jour? Elle a vu, je faisais du tri dans mes photos et puis tout d'un coup elle a vu une photo d'une fille que j'ai connue il y a 2 ans. Ouais, c'est parti en eau de boudin pendant 2 heures, elle m'a fait la scène, tu m'aimes plus, etc. Tu me respectes plus, pendant 2 heures. 2 heures. D'accord, ok. C'était justifié ou pas selon toi, non? Écoute, le fait d'être jalouse et de montrer leur caractère un peu bien marqué, c'est aussi peut-être pour elle un moyen de se sentir exister. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pour attirer l'attention un petit peu peut-être? Ouais, attirer l'attention un peu sur elle. Ouais. Allez, prends soin de moi, je suis là, j'existe, voilà quoi. Quels sont les moyens de faire des rencontres aujourd'hui? Des bars, des applications? Les bars, c'est amusant les 6 premiers mois. Ah, t'as fait ça pendant les 6 premiers mois? Dis-moi que tu l'as pas fait. Dis-moi que tu l'as pas fait. Pas trop. Non, mais ça va. Ok, après 6 mois. Ouais. Alors c'était quoi ton style de vie pendant les 6 mois? Alors c'est Bangkok, Sukhumvit 11, d'accord. Ouais. Louer un studio au Hyde 11, aller chez Oscar en face, prendre des verres à Le Beauve 11, et puis tu fais des rencontres, et puis tu passes des bons moments. Puis après 6 mois, tu en as ras-le-bol parce que tu as envie de changer de vie. Et puis moi, ça me nourrissait plus, donc j'ai commencé à voyager à partir de ce moment-là. Et tu m'as dit en off tout à l'heure que tes amis faisaient toujours... Non, mais j'ai des connaissances, ils ont mon âge, ils vont... Ah non, c'est tous les soirs. Hein. Tous les soirs? Tous les soirs dans les bars, tous les soirs. Pour boire? Boire et plus si entente et affinité, je suppose. C'est-à-dire? Non, mais ils rentrent à 3-4 heures du matin, c'est bien souvent accompagnés.
Non, non, c'est bon. Non, non, mais les bars, ça va un moment. Après, ça te nourrit pas, quoi. Donc, moi, ce qui me nourrit, ce sont les voyages. Voyages et rencontres. Et au sujet des applications de rencontres? Tinder, ça marche fort, ouais. Ça marche à fond. Non, mais tu m'as devancé, là. Vas-y. Non, non, je souligne, ça marche fort. Aucun problème pour rencontrer des... Les autres, j'ai pas tellement testé. J'ai essayé une fois, quelques mois. Ça n'a pas trop marché, mais Tinder, pour faire des rencontres, ouais. C'est super facile? Ouais, super facile. Comment on procède en général? C'est quoi? Tu mets ton profil, tu dis... Alors moi, je suis très clair, hein, je suis très cash, je suis transparent. Je dis, voilà, je mets mon profil, je dis exactement ce que je cherche. Quelqu'un qui est libre pour voyager, etc. Après, tu fais des rencontres. Alors des fois, il y a des affinités, puis il y a des fois, il n'y a pas d'affinité. Je me suis fait aussi des amis, quand même, en rencontrant des femmes, hein, amies, qui sont aujourd'hui des amis. Et puis j'ai rencontré ma compagne actuelle, aujourd'hui, via Tinder. Des belles rencontres, en fait. Des belles rencontres, aussi des mauvaises, hein, faut pas se leurrer. Où je me suis trompé, où tu te fais une idée de la personne et puis ça ne correspond pas du tout à ce que tu recherches, etc. Donc moi, aujourd'hui, ma compagne, elle a 43 ans, 44 je crois. 44 ans, d'accord. 44 ans. Elle a un très bon poste dans une banque, elle gagne bien sa vie, elle a sa maison, elle a sa voiture, elle est indépendante, elle n'a jamais été mariée, elle n'a pas d'enfant. Donc, tu te projettes alors? On va voir, c'est un peu tôt, hein, pour se projeter. Mais disons, voilà, ouais, je peux me voir facilement avec elle dans quelques années. Ouais. Et la différence d'âge te dérange ou pas? Écoute, ça s'est passé comme ça. Moi, je suis sorti quelques mois avec une femme qui avait 54 ans. Ça me convenait aussi. En dessous de 40 ans, je voulais pas. Je voulais quand même une certaine expérience de vie, donc je cherchais pas la gamine, voilà. Voilà. Ouais, mais là, ça fait combien de différence d'âge? Ça fait, tu calcules, 24, 25 ans. 25 ans? Ouais. Mais elle cherche pas un sponsor, comme tu disais tout à l'heure. Non, il y en a beaucoup qui cherchent des sponsors. Alors, quand on est ensemble... Juste avant, tu avais dit qu'elle cherchait toutes des sponsors. Non, mais c'est vrai qu'elle cherche beaucoup des sponsors. Alors, si tu veux, si elle devait arrêter de travailler, elle compterait sur moi pour que je subventionne à ses besoins. Évident. D'accord. Bien sûr. Est-ce qu'il y a de l'amour dans l'air? Si je dis non, je vais me faire assassiner, elle va me trancher la gorge. Ça, c'est clair. Donc, heureusement, elle ne parle pas français. Pourvu que personne ne lui traduise. Bon, les amis, on compte sur vous pour pas traduire cette vidéo. Donc, alors, quel est le fondement de votre relation alors? Écoute, on a beaucoup d'abord, la base d'une relation, c'est on a beaucoup d'affinités, de points communs, ce que j'aime. Hein, ce sont les voyages, du respect. Il y a quand même un peu d'amour quand même. On va pas se le cacher, quoi. Moi, je l'aime beaucoup. Elle est fantastique avec moi. On s'entend bien sur beaucoup de points. C'est l'exception ou pas? Est-ce que c'est l'exception? Non, parce que j'ai des copains qui ont la même expérience. Pas tous, hein. J'ai beaucoup de copains qui jouent le rôle de sponsor. Enfin bref, de toute façon, à un moment donné, en Europe, c'est aussi la même chose. Hein. Mais il y a une notion de sponsor ici, c'est clair, quoi. C'est-à-dire que l'amour peut exister entre un homme de 70 ans et une Thaïlandaise de 25. Moi, ça me laisse extrêmement sceptique. Voilà. Mais l'amour entre deux jeunes de même âge peut exister? Ouais, bien sûr. Tu vois, plein de jeunes Thaïlandais, ils sont ensemble, etc. Quelles sont les qualités des Thaïlandaises? Franchement, elles prennent soin de toi. Elles prennent soin de l'homme. Je pense que c'est dans leur culture, quoi. C'est toujours ce qui revient en fait. Hein. Ouais, mais ça revient souvent. Mais c'est vrai, c'est vrai. Bon, la mienne, elle ne sait pas cuisiner. Hein. Je suis précise. Donc c'est moi qui fais à manger. Mais pour tout le reste, je vais te dire, c'est complètement stupide. Elle me coupe les ongles. C'est complètement. Ah, c'est vrai ça. Ah ouais. Elle prend soin de moi. Voilà, ouais. C'est comme une deuxième maman ou pas? Presque, ouais. En plus du reste. Non, elles ont une présence. La mienne, elle anticipe les besoins. Est-ce que tu veux ceci? Est-ce que tu veux cela? Je vais au marché. Qu'est-ce que tu veux que je te rapporte? Me dira, c'est basique, mais moi je trouve ça très sympa, quoi. Elle est originaire de quelle région de Thaïlande? Nakhon Si Thammarat, du sud. Originaire du sud? Ouais, il y en a beaucoup qui viennent du nord, de l'Isan, et elle c'est du sud. Du sud, sont réputés un peu pour avoir le sang chaud, c'est ça? Ouais, ça bouillonne. Ça bouillonne, hein, ça le sud, ça bouillonne. Vous vous disputez de temps en temps ou pas? Oui. Ah ouais. Non, pas souvent, mais des fois on se dispute. Principalement, c'est toujours des histoires de jalousie, alors que j'ai qu'elle dans la vie, quoi. Voilà. Tu es sage en plus. Non, je suis fidèle, quoi. Mais bon, j'ai conservé des amitiés avec des femmes que j'ai rencontrées sans qu'il y ait eu de relation. Et puis là, c'est parti en eau de boudin, quoi. Si jamais je parle d'elle ou qu'elle voit une photo d'elle sur mon PC ou sur mon téléphone, waouh. Quel est le meilleur moyen de régler les conflits dans ce cas-là?
Bah, c'est la discussion, il faut laisser se passer la chose et puis reprendre la discussion. Moi j'aime bien laisser passer une nuit et puis reprendre la discussion et le sujet le lendemain. Voilà, et là il faut vraiment poser des trucs sur la table. Les Thaïlandais n'aiment pas trop aborder les sujets, des problèmes. Non, mais moi j'aime bien éviter, donc comment tu gères ça? Moi j'aime bien, donc je pose le truc sur la table jusqu'à ce que j'ai une réponse. Même s'ils n'aiment pas dire non. On sait bien que la Thaïlande, les Thaïlandais, ils n'aiment pas dire non. Donc quand ils te regardent d'une manière fuyante ou qu'ils ne répondent pas à une question, tu peux l'interpréter comme un non. Est-ce qu'elle évite ces sujets-là ou pas? Sujets où vous devez par exemple régler un conflit? Pas la mienne. Pour discuter? Ouais, parce que je lui ai déjà dit plusieurs fois, je lui ai dit écoute, si on veut faire un bout de chemin de vie ensemble, il faut qu'on puisse se dire les choses et les poser sur la table. Donc elle est OK avec ça et ça ne nous cause pas un problème. Oui, et puis quand même, bon, on a parlé des femmes, on a parlé effectivement qu'elle cherchait forcément des sponsors. Ben, moi, je veux quand même dire que mon amie, c'est la première qui m'a payé des verres, elle m'a invité au restaurant plusieurs fois, donc elle m'a renvoyé l'ascenseur si tu veux, donc il n'y a pas que des... pas que des nanas qui attendent de se faire payer. Ben ouais, exactement. Donc voilà, moi je suis très content, donc j'ai aucun problème. J'aimerais un peu casser les clichés de ces filles ou de ces femmes qu'on peut avoir à l'étranger, comme quoi c'est des profiteuses, c'est pas vrai. Pas tout, et de loin pas, et de loin. Ben, ma contribution, c'est qu'on est ensemble, je paye le restaurant, je paye les sorties, c'est ce qu'elles attendent du reste, hein, faut pas être compliqué. À part ça, je dors chez elle à Bangkok, à manger, elle m'apporte aussi beaucoup, hein, elle me retourne toujours l'ascenseur, donc c'est un partage. Si t'as pas ça, puis que c'est que one way, c'est pas possible. Hein. Et je parle pas que du point de vue financier, je parle aussi du point de vue sentiment, présence, aide, etc. Quoi. Comme un couple, hein? On est d'accord? Non, bah ouais. Robert, en fait, t'as pas de domicile? Comme je t'ai dit, je vis dans les hôtels, dans les Airbnb, les bed and breakfast. J'ai une adresse officielle, parce qu'il en faut un pour le visa. Mais autrement, j'ai pas d'appartement, je loue pas d'appartement. La plus longue durée de location a été 1 mois pour moi. Donc voilà, je vis en fonction de mes déplacements dans les hôtels. J'adore ça. J'adore changer. Je trouve ça extraordinaire. Je suis SDF. SDF totalement. Avec un budget de 3500. Voilà, exactement. SDF avec un budget de 3000. Et puis un peu nomade quand même, parce que j'ai toujours des clients suisses, mais j'ai gardé un peu contact, je les aide. Ouais. Je travaille pas, je les aide. Comment tu te portes avec la nourriture thaï? Tu manges thaï ou... Non, alors, thaï, ça va bien pour les touristes. S'ils viennent en Thaïlande, ils mangent que thaï, ça va très bien. Au bout d'un certain moment donné, j'arrivais plus à sentir l'odeur du fish sauce, hein, c'est la sauce de poisson fermentée. J'arrivais plus à sentir, donc j'ai viré sur de l'européen. Et voilà, on trouve tout en Thaïlande, c'est extraordinaire. Tu peux manger bavarois, tu peux manger français, italien, espagnol. Je me fais des fondus suisses au fromage chez mon copain Pierre, que je salue, à Hua Hin. Donc voilà, une diversité culinaire incroyable. Donc voilà, je mange thaï, je mange tout ce qui se présente. J'adore la cuisine cambodgienne puisque je reviens du Cambodge, j'étais à Siem Reap là. J'adore la cuisine cambodgienne, j'adore la cuisine indonésienne. Et si je dois aller en Malaisie, je suis sûr que je vais adorer la cuisine malaisienne. Donc ça ouvre les papilles, ça ouvre l'esprit, c'est top. Non, j'adore changer de cuisine. Qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui disent oui, mais on ne va pas en Thaïlande pour manger français, européen? Quand tu vis sur place, alors en tant que touriste, je comprends. Quand tu vis sur place, à un moment donné, tu as envie d'avoir un canard à l'orange ou bien tu as envie d'avoir manger des huîtres. Voilà, une spécialité française de brasserie. Parce que tu as envie de retrouver un peu quelque part ton pays. Donc voilà, ça se fait. Oui, c'est possible. Avec plaisir. Si on a la possibilité, il faut le faire. Est-ce que la langue en Thaïlande, est-ce que c'est important de parler le thaïlandais? Alors écoute, là, Sabri, je vais te dire une chose, je suis un gros flemmard. Je suis un gros flemmard. Je connais que le basique, bonjour, au revoir, merci, etc. Et tout. Ouais. Et tout le reste, j'ai zappé. Non, je suis désolé. Je suis désolé, je suis un très mauvais client pour ça. Tu t'en sors sans le thaï ou pas? Oui. Est-ce qu'en Thaïlande, il y a des gens qui se posent la question, est-ce que si je parle pas thaï, est-ce que je peux m'en sortir ou pas? Oui. Alors ça dépend des régions. Quand j'ai voyagé en Nissan, par exemple, mais bon, aujourd'hui, avec ton téléphone, tu as des traducteurs automatiques, j'entends, tu peux te faire comprendre. Franchement, il n'y a aucun souci. Alors évidemment, dans des zones touristiques comme Phuket ou Bangkok, c'est plus facile de se faire comprendre qu'en Nissan, dans le dernier village perdu au fond à droite. C'est clair, mais dans le dernier village perdu au fond à droite, tu prends ton téléphone, marque en anglais si possible ce que tu veux, ça traduit directement en thaï et puis ils comprennent. Je parle anglais là. D'écrire en anglais parce que les traducteurs français-thaï, ils sont moins bons que les traducteurs
anglais. Exact. Voilà. Dans la vie de tous les jours, est-ce que tu es en contact avec francophones ou des locaux? Quand je voyage, évidemment, je ne suis pas en contact. Autrement, j'ai quand même ma base à Hua Hin, donc c'est à 250 km, donc 200 km au sud de Bangkok. Là, j'ai un groupe d'amis francophones, des Belges, des Français, des Suisses. J'ai un groupe de golfeurs avec qui je joue régulièrement au golf. J'ai aussi quelques activités sur place. Et puis après 2 ou 3 semaines, quand je commence à m'ennuyer, je prends ma voiture et puis je pars et puis je voyage à travers la Thaïlande. Donc j'ai une base quand même. Oui, j'aime bien avoir les amis. Oui, j'aime bien jouer au golf avec ces gens-là. Donc c'est tous des gens de mon âge, hein, grosso modo, des retraités, qui sont soit en couple, soit célibataires, mais la plupart sont en couple avec des Thaïlandaises. Robert, quel est ton budget mensuel? Je dépense grosso modo entre 3 000 et 3 500 euros. C'est idem en francs suisses, hein, puisque le pays d'origine c'est la Suisse. Ta retraite, hein, c'est ça? Oui, alors je dépense 3 000. Il faut compter, comme je voyage, je loue pas d'appartement, mais que je vis dans des hôtels, Airbnb, etc. et tout. Ensuite, tout ce qui est mobilité, donc l'avion, la voiture, je loue des motorbikes, etc., le bus. Ensuite, j'ai l'assurance maladie qui est assez chère quand même. Hein. Tu payes combien d'assurance maladie? Entre 400 450 euros par mois. Donc c'est pas donné. Et puis plus tu deviens vieux, plus ça devient cher. Voilà, le reste, le golf, je joue au golf 2 fois par semaine. Quel est ton budget par jour à peu près? Ouais, 100 euros, tout compris. 100 euros par jour. Entre 100 et 120. Tu te prives pas, tu vis de façon confortable. Ouais. 3500, c'est bien quand même. Ouais. Il y en a qui vivent pour 1000, moins de 1000 aussi. Ouais. Je sais pas comment ils font avec l'assurance. Voilà. Et puis moi, je voyage. Dès que tu voyages, ça coûte. Hein. C'est pas comme si tu restes statique chez toi à la maison. Voilà. Donc, si je devais être sédentaire, probablement que je dépenserais beaucoup moins. Quel est ton visa aujourd'hui? J'ai un visa O, qui est un visa de retraité. Pour les plus de 50 ans? Pour les plus de 50 ans, où tu peux effectivement, il est valable 1 année, que tu dois renouveler chaque année. Donc voilà, tu n'as pas le droit de travailler. Et pour plus de 50 ans, tu n'as pas le droit de travailler. Par contre, tu peux rester 1 année, puis ensuite tu renouvelles ton visa. Tu aurais pu faire aussi un visa élite? Le visa élite, j'entends la seule différence, c'est qu'on va te chercher à l'aéroport avec la limousine. Ça te coûte 15 000 euros aussi. Ça te coûte aussi la peau des fesses. Non, moi je voyais pas l'utilité pour moi. Voilà. Le visa élite, si tu calcules bien, ça revient à peu près à 260 euros par mois, 300 euros par mois. Je pense, j'ai jamais fait le calcul parce que les avantages qu'ils accordaient ne correspondaient pas à mes besoins. Voilà, tout simplement. Le visa O pour toi, un visa retraite. Voilà, exactement. Pas confondre avec le visa OA, qui lui est obligatoire avec une assurance maladie. Quels sont tes conseils pour un futur retraité ici en Thaïlande? Qu'il fasse comme moi. C'est-à-dire? Non, mais qui profite quand il est arrivé, puis quand il est fatigué. Non, ce que je dirais surtout, c'est visite la Thaïlande, va à Phuket, va à Chiang Mai, va à Chiang Rai, vis à Bangkok, vis plusieurs mois dans les endroits, Chanthaburi, etc. Tu recherches vraiment Lisan aussi, qui est magnifique. C'est visiter, rester 2-3 semaines, 2-3 mois sur place, bien sentir le pays, bien sentir la région. Ensuite, décider en fonction des sentiments qu'il peut avoir avec les gens et ses alentours, à décider là où il veut s'établir, quoi. Alors moi, j'ai pas encore décidé. Hein. Je continue à bouger et à voyager. Mais j'ai quand même une base à Hua Hin, là où je retrouve mes amis. C'est quand même très agréable. Est-ce que tu as des regrets? Aucun. Aucun regret? Non, j'ai aucun regret d'avoir quitté la Suisse. J'en avais fait le tour. Même si j'ai des amis qui me disent « Ah, mais le lac de Genève, ça te manque pas ?» J'ai dit « Non, c'est bon, j'ai eu pendant 60 ans devant les yeux. J'aime bien changer, j'aime bien voyager, j'adore voir de nouveaux paysages. J'adore visiter ici en Thaïlande les temples. Il y a des magnifiques temples Khmer au sud. Ouais, c'est un pays magnifique. Il y a une nature qui est extraordinaire, surtout après la saison des pluies. Il y a des chutes d'eau super, une végétation incroyable, comme ce parc. Hein. Donc non, j'ai aucun regret. Aucun regret. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui t'intéressent, à part la Thaïlande? Oui, bien sûr. La Birmanie, malheureusement, elle est fermée, mais c'est un pays que j'ai loupé. J'aurais dû y aller avant le coup d'État, ou avant j'aurais eu l'occasion de le faire. Le Laos, je n'ai pas assez visité. Cambodge, maintenant, je connais quand même assez bien. Vietnam, j'ai été quand même 4 fois, donc c'est bon. Mais après, ce qui me reste, c'est les Philippines, l'Indonésie, voilà, tous ces pays du Sud, là, qui sont pas loin. Hein. C'est Bangkok, c'est un aéroport extraordinaire parce qu'on est proche de tout.
On est proche de Bali, c'est 4 heures de vol. L'Australie, c'est 9 heures. Phnom Penh, c'est 1 heure. On est proche, c'est vraiment le plus grand hub d'Asie. Et c'est extraordinaire de pouvoir partir d'ici à quelques heures d'avion. Tu as une possibilité, un choix. Corée, j'y suis jamais allé. Japon, j'aimerais y aller, sous forme de croisière éventuellement. Quel est ton meilleur souvenir de la Thaïlande? Bon, j'en ai plusieurs, mais je dirais, si je dois en mettre un en avant en termes de voyage, j'ai eu la chance d'avril 2020, puisqu'on était en pleine période de Covid, fermeture des frontières, etc. J'ai réalisé un rêve, ça faisait longtemps que je voulais le faire. J'ai loué un catamaran à voile. J'ai loué, il y avait le capitaine, la cuisinière. J'étais avec une copine. Et on a fait 9 jours, on a fait les îles du Sud, Phuket, Koh Lanta, Koh Moor, etc. pendant 9 jours, 9 nuits. On a dormi au large Maya Bay, la fameuse plage là où DiCaprio a tourné la plage. On était seuls au mouillage, pleine lune. C'était juste magnifique. Et j'ai eu la chance extraordinaire de pouvoir le faire sur des sites qui étaient totalement désertés. Ça, je dois dire que c'est quand même pas mal d'avoir pu vivre ça. Bon, j'en ai d'autres, notamment Shanghai, Chiang Mai, où tu as des circuits que tu peux faire en moto qui sont extraordinaires, mais je ne veux pas trop m'attarder là-dessus. Mais un de mes meilleurs souvenirs, c'est cette croisière que j'ai faite qui était extraordinaire. Magnifique, un vrai sentiment de liberté. Ouais, seul au monde, seul au monde. Donc tu as tout quitté en Suisse, tu as dit que c'était une démarche intellectuelle, mais c'était difficile ou pas pour toi, vraiment? Comme je dis, c'est une démarche intellectuelle, donc c'est un lâcher prise. Donc quand je dis qu'il m'a fallu 6 mois, en sens c'était prendre la décision de partir, déjà à la prendre. Ensuite tu dis, bon, tu as beaucoup de biens matériels, tu as des amis, tu as des enfants, j'ai 2 enfants. C'est pour ça que je retourne en Suisse le mois prochain, j'ai envie de les revoir, ils me manquent beaucoup. C'est vraiment le lien le plus fort que j'ai avec la Suisse à l'heure actuelle, ce sont mes enfants. Alors quand je dis démarche intellectuelle, c'est dire prendre la décision, puis ensuite, tous les jours, régulièrement, tu fais tes armoires, tu te dis ça je garde pas. Mes meubles, j'ai dit à mes enfants, passez, vous prenez ce qui vous plaît, le reste, je les ai mis en vente ou pour finir, je les ai donnés à des œuvres caritatives. Voilà. Et tout se fait comme ça. J'avais 2 voitures, j'ai vendu mes 2 voitures, j'ai vendu ma moto, j'ai vendu mon appartement. Donc j'ai tout vendu au fur et à mesure de mon avancée pour partir, pour être, pour avoir ce sentiment de liberté. Ça aurait pu être la Thaïlande. J'ai aussi regardé le Costa Rica à l'époque, je dois dire. Je n'ai pas regardé que la Thaïlande. L'Amérique du Sud m'attirait aussi. La Thaïlande m'attirait plus quand même. Pourquoi? L'Asie. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est un sentiment comme ça d'attirance. Rien à voir avec la sécurité. Non, je sais. Non, mais en plus de ça, on est super sécure ici. Ça n'a rien à voir avec la sécurité. Mais tu vas à Phuket ou sur n'importe quelle plage en Thaïlande, tu laisses ton sac avec tes affaires, tu vas te baigner, tu reviens, ton sac il est toujours là. Je doute que dans certains pays du sud de l'Europe ou en Amérique du Sud, on puisse avoir la même expérience, sans jugement. Donc oui, je me sens en super sécurité ici, absolument. Et tout le monde le dit du reste, je suis de loin pas le seul. Selon toi, qu'est-ce qui bloque les gens de franchir le pas? On a beaucoup de personnes qui sont un peu dans leur quotidien en Europe et qui sont attachées à un CDI, un appartement, etc. Qu'est-ce qui les bloque? Il y a des gens qui aiment bien avoir des attaches et qui se créent des attaches, que ce soit avec le chat, le chien, l'appartement ou ceci ou cela, j'en sais rien, mais j'ai beaucoup d'exemples. Et comme je t'ai dit au début du reportage, là, j'ai rencontré beaucoup de femmes au début de mon séjour ici. C'est vrai qu'il y en a peu qui étaient libres et qui ne travaillaient pas. Donc, comme je t'ai dit, il y a la famille, je dois prendre soin de ma mère, je dois prendre soin de mes frères et sœurs, etc. Donc, il y a toujours un lien, que ce soit affectif, matériel ou autre. Mais il y a beaucoup de liens qui se créent ou qu'on se crée parce qu'on a peut-être peur du vide, j'en sais rien, peur de partir, peur de ne plus avoir d'attache. Moi, c'est exactement l'inverse. Alors, peur de l'inconnu. Peur de l'inconnu. Le reste, on a peur que de ce qu'on ne connaît pas, excuse-moi. Ouais, c'est ça, peur de l'inconnu. Je crois que les gens aiment se rassurer de cette manière-là. Moi, je ne leur en veux pas. J'ai aucun jugement à ce sujet-là. Je comprends parfaitement. Mais moi, je préfère pouvoir prendre ma voiture et partir, faire 500 km, 700, 800. Et puis, aller découvrir un temple, faire une balade en forêt, d'aller voir une chute d'eau extraordinaire, surtout après la chute de saison des pluies. Oui, j'aime ça. Ouais. Les plages, j'ai fréquenté un peu. J'ai dû fréquenter, 2-3 jours. Après, entre guillemets, je pète un câble. En fait, tu aimes sortir de ta zone de confort? Ouais, pas toujours. Des fois, j'ai peur, quand même. Des fois, j'ai peur. Oh, oui, j'aime bien quand même prendre un peu de risque. Mais plus on devient âgé, plus on devient, je dirais, craintif. Donc, autant en profiter maintenant. Je vous mets 2 autres vidéos que vous pouvez regarder. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram. Je vous mets le lien Twitch en description pour les lives très prochainement. Merci beaucoup Robert pour ton partage d'expérience. Mais je t'en prie Sabri, c'est un plaisir de faire ta connaissance. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Allez, ciao les gars, à bientôt.